Coincé dans un ascenseur, 20 minutes semblent interminables. Tout seul, dans un ascenseur, pendant 20 minutes, sans savoir où on se trouve. En état de privation sensorielle. Imaginez que ce soit votre vie. Pas 20 minutes, pas une heure. Et votre seul interlocuteur n'essaie pas de vous libérer. Il vous retient enfermé. Lui seul vous parle. Voilà votre existence. Part of the building collapsed. Our war on terror begins with Al-Qaeda, but it does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped, and defeated. Nous avons perdu bien plus que la guerre contre la terreur. Les empires en déclin recourent à la torture, car elle leur donne l'illusion de garder le dessus, d'être en contrôle. En torturant, essentiellement, nous nous aveuglons. Nous pourrions créer une société démocratique dotée de techniques efficaces contre la terreur. Que nous ne le fassions pas révèle nos propres inquiétudes et nos peurs. Les techniques d'interrogation renforcée utilisées par les Américains sont faites pour briser l'esprit humain et donc le corps, les deux étant connectés, mais sans laisser de traces physiques. C'est une pratique extrêmement dévastatrice que la torture. Évidemment pour les victimes de ces violences, mais aussi pour la société, qui fait sienne cette cruauté. Ce n'est pas tant la guerre contre la torture qui a échoué, c'est la guerre contre la démocratie qui a réussi. Ils l'ont fait en nous terrorisant pendant des décennies. Personne dans ce pays n'a grandi sans le spectre d'un grand méchant loup, sans la peur du danger. D'abord, c'était le communisme, puis le terrorisme. We are obviously engaged in many facets of what is generally called the Cold War, which the communist policy is forced upon us. But at no time has the CIA engaged in any political activity or any intelligence activity that was not approved at the highest level. Un souci surgit dès le début de la guerre froide, à la fin des années 40. La peur que les soviétiques aient brisé le code de la conscience humaine, qu'ils aient trouvé les moyens de briser l'esprit humain. Cela a déclenché toute cette quête qui a mené à la création de la doctrine de la CIA sur la torture psychologique. Le lavage de cerveau provoquait la terreur. Des procès-spectacles en Europe de l'Est, en Hongrie et en Pologne ont soulevé de fortes inquiétudes en Occident. Les accusés semblaient avouer des crimes qu'ils n'avaient pas commis.
Le plus spectaculaire a été le procès du cardinal Mindszenty en Hongrie. Après la Seconde Guerre mondiale, Mindszenty était célèbre pour avoir résisté à l'occupation nazie. Après la guerre, il était devenu cardinal et primat. L'URSS l'a arrêté, incarcéré. Ils l'ont accusé d'être un aristocrate. Le régime s'est acharné sur lui. Lors de son procès, il a avoué en public tout ce qui lui était reproché. Washington a pris peur. Si un prince de l'Église, un cardinal, un homme courageux qui avait résisté face aux nazis, avait fini par courber l'échine, alors les soviétiques avaient une arme secrète. Ce qui a immédiatement intéressé la CIA a été le lavage de cerveau, le souci d'un lavage de cerveau communiste. Ce qu'ils semblent n'avoir jamais compris est que ces techniques communistes étaient en réalité inspirées d'anciennes techniques américaines. Dans les années 10 et 20, la privation de sommeil, l'épuisement physique et toutes ces techniques étaient couramment employées par la police. Ils avaient un autre souci. Il y avait un vent de panique dans les années 50. Des prisonniers de guerre américains en Corée avouaient des choses inventées de toutes pièces, mais ils ne semblaient pas avoir été torturés. Pendant la guerre de Corée, des aviateurs américains ont été capturés. Une trentaine de pilotes ont témoigné. 4 d'entre eux ont même affirmé sur Radio Pékin que les États-Unis avaient utilisé des armes bactériologiques contre les Coréens. How can I go back and face my family? In a civilized world, how can I tell them these things? That I am a criminal in the eyes of humanity. They are my flesh and blood. It's the most difficult thing to really give a man's feelings. I can only tell you somewhat of how I feel. Après l'armistice, ces pilotes ont été rapatriés et traduits devant des cours martiales. Et on a alors compris qu'on leur avait, comme on disait alors, lavé le cerveau. Could you describe the methods used by the communist interrogators? Oh, yes, I would put these methods into 2 categories. Physical torture of a sort and mental torture. It consisted mainly of standing at attention, having my face slapped once in a while when I failed to respond as they wanted me to. It consisted of being confined in a very close area. The mental treatment which they gave was a sort designed to try to wear down my resistance to their interrogation, to break my willpower, to force me in some manner to confess. Le projet de contrôle mental de la CIA commence en 1950. Il a représenté $1 milliard par an. Une coopération est née entre Britanniques, Canadiens et Américains au plus haut niveau afin de mobiliser les experts du comportement de ces 3 pays et de décoder le cerveau humain. Hinkle et Wolf étaient docteurs en médecine à l'université de Cornell à New York. Ils ont eu accès à des dossiers très confidentiels portant sur des rescapés de l'Union soviétique qui avaient été torturés par le régime.
Wolf était un neurologue renommé. Il connaissait personnellement Allen Dulles, le directeur de la CIA. Avec son fonds pour l'écologie humaine, Wolf offrait à la CIA ni plus ni moins qu'une façade derrière laquelle étudier le lavage de cerveau. Ils ont alors découvert une des deux techniques fondamentales de la CIA en matière de torture psychologique. Ils ont découvert la douleur auto-infligée. Ils expliquent dans un article commun que la technique la plus dévastatrice employée par le KGB ou le NKVD ne consistait pas à porter des coups, mais simplement à imposer la station debout, immobile, des heures, voire des jours durant. Si on force un être humain à garder une position donnée, surtout si elle sollicite les ligaments, les muscles, le squelette, les articulations, assez rapidement, la douleur qui en découle devient insoutenable. Mais personne ne touche à un seul de vos cheveux. Vous vous torturez vous-même. C'était la première technique. La seconde technique est venue de la recherche biomédicale menée par le Dr Hebb, à la tête du département de psychologie de l'université McGill au Canada. Students volunteered to participate in this study of human behavior under extreme and prolonged monotony. Their hands and arms were softly covered to muffle the sense of touch. All harsh lights subdued by a mask, comfortable beds, quiet, and yet it was impossible for most of these students to take it for more than 24 or 48 hours. Sensory deprivation really is a way of producing extreme monotony. It's a horrible experience, getting worse and worse. Some of our subjects talked about cruelty. What they said was that the degree of boredom became intolerable and was, one subject said, as bad as anything that Hitler had ever done to any of his victims. Quasiment toutes les études le montrent, notre humanité passe par le contact. C'est ce qui permet à l'individu d'éprouver un sentiment de normalité. Quand on est coupé de tout contact humain et placé dans un état de privation sensorielle, on a de fortes chances de développer une déficience mentale grave. Hebb est devenu consultant pour la CIA, où il a poursuivi son travail. Il est le père de la torture psychologique moderne. Ensuite, Wolf a financé un autre type de McGill, le Dr Ewan Cameron. Ce que Ewan Cameron a fait à l'Institut Allen Memorial était monstrueux, à peu de choses près. Je suis venue pour une psychothérapie. Je ne faisais que pleurer, sans arrêt. J'étais désespérée et complètement perdue. Et on m'a transférée au service psychiatrique. Vous avez rencontré cet homme? C'est Ewan Cameron. Je l'ai rencontré, oui. Il nous terrorisait. Nous avions tous très peur de lui. On se faisait tout petit en sa présence. Quand un patient lui passait entre les mains, il le faisait toujours hurler. Le professeur Ewan Cameron était un psychiatre très célèbre, président à la fois de l'Association américaine et de l'Association mondiale de psychiatrie, l'expert incontesté. Et en même temps, il semblait capable de tout. Pour la CIA, un médecin sans scrupules, vivant dans une métropole voisine, avec de nombreux patients, dont des cobayes à disposition, était évidemment une ressource précieuse.
Les patients venaient consulter pour des troubles psychologiques ordinaires. Ils signaient une décharge et subissaient alors toutes sortes d'expérimentations. Des privations sensorielles extrêmes, un isolement total pouvant durer jusqu'à 1 mois. Il affectionnait particulièrement un casque de sport équipé d'un lecteur de cassette qui diffusait en boucle jusqu'à 500 000 fois des phrases comme « ma mère me hait ». Il leur grillait le cerveau à coups de psychotropes, de privations sensorielles et d'agressions psychologiques et émotionnelles. Pourquoi faire? C'était n'importe quoi. Lors de ces expérimentations, il administrait aux patients de puissants électrochocs sur de longues périodes qu'il combinait à une thérapie du sommeil. Il partait du principe qu'en purgeant le cerveau, on le débarrasserait des comportements anormaux, des pensées négatives qui perturbaient les patients, pour y reprogrammer de nouvelles pensées. La thérapie électroconvulsive s'est d'abord répandue en Allemagne avant de se propager ailleurs pour renvoyer les combattants au front. L'armée n'allait pas se ruiner en psychothérapie pour de simples soldats. Elle cherchait un moyen bon marché et efficace de les renvoyer au front. Et ensuite, cette thérapie est arrivée aux États-Unis. La note clinique du 23 mars 1962 confirme l'administration de 129 électrochocs. Celle du 12 septembre préconise déprogrammation et sommeil. Les notes du 19 octobre des 1er, 3, 8 et 15 novembre confirment la déprogrammation à divers stades. Ma sœur trouvait que j'avais un comportement bizarre. Ma mère a donc décidé de me confier à l'Institut Allen Memorial pour savoir ce qui clochait. Je m'y suis présentée quelques mois plus tard et c'est alors qu'on a commencé à m'administrer des électrochocs. J'ai passé 6 mois à l'Institut. Et le traitement se répétait au fil des jours, au fil des semaines. C'est l'impression que vous avez d'avoir été déprogrammé? Oui. On peut dire ça. Transporté vers un autre monde? D'avoir été effacé? C'est possible. Mais ils n'ont pas pu finir. À ma sortie, j'étais encore active. Tu as quand même subi 3 séries de déprogrammation. Et tu ne te souviens pas d'événements antérieurs. Ton travail pour l'administration, par exemple. Je ne m'en souviens pas. Certaines parties de ta mémoire ont disparu. J'ai d'abord été hospitalisée. Je devais avoir 16 ans, 16 ans et demi. Les médecins m'ont prescrit une cure de sommeil. Ça a duré environ 3 semaines. J'étais plongée dans une sorte de coma. Je ne me souviens pas être allée à la salle de bain. Le médecin venait ponctuellement pour me nourrir, c'est tout. Peu de temps après, une autre patiente est arrivée, plus âgée. Elle dormait dans l'autre lit. En reprenant conscience, j'ai aperçu d'autres patients. Certains avaient les membres dans des tubes, d'autres portaient des écouteurs. J'ignore s'ils m'ont fait ça. Pendant 3 semaines, j'étais inconsciente. La déprogrammation se passait comme ça.
Ma mère a beaucoup souffert. J'aimerais qu'on comprenne que peut-être, si elle n'avait pas vécu ça, rencontré le mauvais médecin au mauvais moment, subi ce qui s'est passé à l'Institut Allen. C'était dur, maman. Tu n'as jamais pu gagner ta vie. Tu as touché des allocations presque toute ta vie. En tout cas, le docteur Cameron m'a détruite en grande partie. Mais j'ai quand même réussi à me retrouver. J'ai réussi à retrouver celle que j'étais après toutes ces années. Les principes de torture psychologique développés par la CIA grâce aux travaux des années 50 ont été codifiés dans le manuel d'interrogatoire QBARC. Il établit 2 procédés de base dont découle tout le reste. Premièrement, la privation sensorielle et deuxièmement, la douleur auto-infligée. La CIA a formé des agences alliées à ces techniques en espérant qu'elles se propageraient. Si on transmettait ces techniques à d'autres armées, pourrait-on prendre un individu lambda, un soldat par exemple, et faire de cet individu un interrogateur efficace? Et il semble bien que l'expérience de Milgram ait fait partie de cette recherche. When I learn of incidents such as the destruction of millions of men, women, and children perpetrated by the Nazis in World War II, how is it possible, I ask myself, that ordinary people who are courteous and decent in everyday life can act callously, inhumanely, without any limitations of conscience? Under what conditions would a person obey authority who commanded actions that went against conscience? These are exactly the questions that I wanted to investigate at Yale University. Milgram a tout simplement simulé des séances de torture. Les autres études portaient sur les effets de l'interrogatoire sur le sujet. Milgram, lui, s'intéressait à ses effets sur l'interrogateur. If he were to indicate the wrong answer, you would say wrong. Then tell him the number of volts you're going to give him. Then give him the punishment. Then read the correct word pair once. Il a recruté des gens ordinaires, des Américains moyens à tous égards. Et il les a soumis, sous un faux prétexte, à ce qu'il présentait comme une étude pédagogique. Il les encourageait à envoyer des décharges toujours plus élevées sur un faux élève qui se trompait continuellement. Milgram a réussi à convaincre lors des premiers essais près de 70% des sujets à continuer et à envoyer des décharges violentes, voire fatales. I'm not going to get that man sick of that. I mean, he's hollering in there. You know what I mean? Whether the learner likes it or not, we must go on until he's learned all the word pairs. I refuse to take the responsibility of him getting hurt in there. You know, I'm not, I mean, he's in there hollering. It's absolutely essential that you continue, teacher. There's too many left here, and I mean, geez, he gets wrong here. There's too many of them left. I mean, who's going to take the responsibility if anything happens to that gentleman? I'm responsible for anything that happens here. Continue, please. All right, next one, slow. Walk, dance, truck, music. Answer, please. Wrong. 195 volts. Dance. Let me out of here. Il est parvenu à ce résultat très simplement, en dissimulant la victime derrière un mur et en affublant d'une blouse blanche celui qui donnait l'ordre de continuer. Des personnes très ordinaires peuvent être influencées par le contexte. C'est l'une des déductions de l'expérience de Milgram et de celle de Zimbardo.
L'expérience carcérale de Stanford visait de manière unique, il me semble, à comprendre ce qui motive certaines personnes à bien agir et d'autres à mal agir. Pour y parvenir, il fallait trouver un endroit hostile, dans le monde entier la prison en est un, et remplir cet endroit hostile de gens bien. Pour impliquer les étudiants, j'avais convaincu la police de Palo Alto de procéder à la fausse arrestation des étudiants qui joueraient les prisonniers. Ils ont été conduits au sous-sol du département de psychologie où se déroulerait l'expérience. On voulait que les prisonniers se sentent inférieurs, minables. Point important, on remplaçait leur nom par un numéro. Et ils portaient une sorte de blouse qui les laissait cul nus. Dès la première heure, je me suis senti humilié, mais aussi brusqué. Enlève tout ça, mets ça. On m'a vaporisé du bicarbonate de soude censé être de l'antipoux, puis on m'a emmené en cellule. Zimbardo a mis sur pied une piètre contrefaçon des divers travaux de Milgram. Zimbardo, mais sans doute aussi le garde surnommé John Wayne, ont pensé que l'éthique est sans importance puisque l'environnement est artificiel. Ce n'est pas vrai. Tout instant vécu est la vraie vie. Il fallait que nous soyons plus durs avec les prisonniers. Il est possible qu'on ait reçu la consigne d'être plus dur. En fait, on ne se considérait pas comme sujet de l'expérience. Juste un instrument pour extraire des résultats auprès des véritables sujets, les prisonniers. J'ai donc décidé de devenir le plus horrible des gardiens de prison. Well, now you boys got to come to some kind of decision here. You think this is funny, or you want to sleep tonight? I love you, 209. Get up close. Get up close. I love you, 209. I love you, 209. You smile, 209. You get down here and do 10 push-ups. 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'était ma responsabilité d'imaginer les tourments à imposer aux prisonniers. Je les faisais aligner, réciter leurs numéros, faire des pompes, des sauts. À aucun moment, je n'ai pensé que les prisonniers pouvaient souffrir, risquer des séquelles. On ne frappe personne, on ne fait que leur mettre de la pression psychologique. Come on. Get in that closet then. You're not going to have very much energy for 1 second. It harms me. How did it harm you? How does it harm you? Just to think about it, you mean that people can be like that? Yeah. It let me in on some knowledge that I've never experienced firsthand. I've read about it. I've read a lot about it. But I've never experienced it firsthand. I've never seen someone turn that way. And I know you're a nice guy. You know? Well, you in position, what would you have done? I don't know. Les forces situationnelles peuvent engloutir et aliéner même les meilleurs d'entre nous. Des gens ordinaires, placés dans un environnement hostile, peuvent se transformer et faire corps avec cet environnement. C'est vrai pour la plupart d'entre nous. La recherche de l'US Navy, qui constituait une façade opportune pour la CIA, avait commandité l'étude. Mais pour quel résultat? A-t-on tiré des conclusions de ces expériences cruelles? Je peux me tromper, mais je ne le crois pas.
Les applications militaires n'ont pas échappé à l'armée. On le découvrira beaucoup plus tard, et tout particulièrement dans la guerre d'Irak, sur la base de Guantanamo, etc. En 2001, l'expérience appartient depuis longtemps déjà à la culture populaire. Il faut s'attendre à la voir dupliquée sous toutes sortes de prétextes. Kind of people held at Guantanamo are not there because they stole a car. They're not common criminals. They're enemy combatants and terrorists who are being detained for acts of war against our country. And that is why different rules have to apply. La continuité est frappante. Observez le croquis des cabines et des sujets de l'expérience menée à McGill. Regardez ensuite, bien plus tard en 2002, les premiers suspects d'Al-Qaïda mis à l'isolement au camp X-Ray de Guantanamo. Et bon sang, les masques, les gants, les casques ressemblent à s'y méprendre à ceux du croquis de 1957. Après le 11 septembre, on a vite compris chez Physicians for Human Rights qu'un gros problème allait vraisemblablement surgir. Des interrogatoires poussés à l'extrême, avec usage de torture et de mauvais traitements. L'isolement prolongé faisait partie d'un éventail de techniques utilisées par les interrogateurs et les fonctionnaires du camp, et ce, dès 2002. Des isolements interminables qui s'avèrent dévastateurs. J'étais le premier avocat civil présent sur les procès militaires. On a vu les ravages provoqués par 4 à 6 mois d'isolement. Après 1 ou 2 ans d'isolement, on demande à l'accusé pour la toute première fois d'interagir avec des êtres humains autres que ses avocats et ses geôliers, les jurés, qui décideront de son sort. On l'amène à la barre et il doit s'exprimer, pour la première fois, après 2 ans coupé du monde. C'est insensé. Après 9 ans de service actif, je suis toujours réserviste. En 2011, le ministère de la Défense m'a chargé d'assister les avocats du principal suspect des attentats du 11 septembre. Le gouvernement américain a reconnu qu'entre 2003 et 2006, M. Mohamed avait été détenu dans des sites tenus secrets à l'étranger. Les Black Sites. Autrement dit, les Black Sites. Il a subi 183 simulations de noyade. Exact, je vous le confirme. Il a été sodomisé par réhydratation rectale. Comme l'a révélé le rapport de la sénatrice Feinstein. Les circulaires échangées par la justice, la défense ou encore la CIA définissaient les techniques d'interrogatoire autorisées pour certains types de détenus.
Dans la foulée des isolements à Guantanamo, ils ont décidé de faire appel à des psychologues pour déceler les failles individuelles des détenus, leurs traumatismes profonds, leurs points faibles. Ils ont également découvert, puisqu'il s'agissait surtout d'Arabes et de musulmans, que les hommes étaient particulièrement troublés par la nudité, par les contacts avec des femmes et par les chiens. La race a toujours joué un rôle dans la torture américaine. Les méthodes de torture américaines font partie d'anciens châtiments militaires infligés plus tard aux esclaves. Et ça peut vous paraître bizarre, mais il y a un cas où on ne les fouettait pas. On préférait des techniques ne laissant aucune trace quand on voulait vendre l'esclave, car des marques de fouet signifiaient qu'il était récalcitrant. Un esclave propre se vendait donc plus cher. L'industrie du coton dans les États américains du Sud reposait entièrement sur la torture. En l'espace de 40 ans, le corps humain utilisé comme un outil, un engin technologique, a permis de multiplier par 8 le volume de coton récolté par personne et par jour. Donc, l'usage de la torture est à la racine même de notre histoire. Dans ce genre de cas, bien des gens au sein du système, ceux qui imposent ces mauvais traitements, jugent les châtiments ordinaires trop doux pour ces détenus. C'est fortement lié à leurs différences religieuses et ethniques, à leur pays, à leur culture. C'est plus facile qu'avec des semblables. À Guantanamo, le secrétaire à la défense Donald Rumsfeld a mis aux commandes le général Geoffrey Miller, qui avait pour mission d'extraire des informations. Geoffrey Miller a ensuite gravé ou fait graver un CD-ROM. Il s'est rendu en Irak et avec la permission du général Sanchez, il a dispensé des formations aux interrogateurs de la prison d'Abu Ghraib. Il a transmis les techniques utilisées à Guantanamo au personnel d'Abu Ghraib. Il n'y avait plus aucune retenue. Il fallait des résultats à tout prix. Il est clair que ce que faisaient les États-Unis n'était pas un secret. Cela se passait sous notre nez. Il a fallu que les photos d'Abu Ghraib sortent, et elles n'étaient que la partie émergée de l'iceberg, pour que les gens de ce pays commencent vraiment à en parler. What we did in Iraq was exactly the right thing to do, and if I had it to recommend all over again, I would recommend exactly the right same course of actions. That we did exactly the right thing. Vous les avez toutes vues? Non, pas toutes. Je peux vous les donner. Il y en a 1600. On en a vu 20. 30 peut-être. Il y en a 1600. Les pires sont celles que nous n'avons pas vues.
Oui, ils enfreignaient de nombreuses lois, mais ils agissaient au sein d'un système. Ils étaient conditionnés et encadrés pour enfreindre ces lois. Quand vous êtes arrivé à Abu Ghraib, vous saviez ce qui s'y était passé? Dès notre arrivée à Abu Ghraib, on nous a informé que des abus avaient eu lieu, sans plus de détails. Les interrogateurs que je connaissais et qui étaient présents à cette période n'en parlaient jamais. J'ai tout appris par les médias. Pour nous, les conventions de Genève interdisaient catégoriquement qu'on fasse le moindre mal aux prisonniers. Notre responsabilité première était d'assurer leur bien-être, pas de les maltraiter. Mais on était perdus. Les circulaires du ministère de la Justice et du Pentagone nous autorisaient l'usage de techniques beaucoup plus rudes. Et on a commencé à les appliquer quand j'étais basé à Mossoul. Position douloureuse, privation de sommeil, hypothermie, tout ce qui pouvait les mettre en détresse. On avait des chiens. C'est une pente dangereuse. Cette politique de brutalité revendiquée a permis aux interrogateurs américains de passer de techniques autorisées, qui étaient déjà de la torture, à des pratiques comme le viol et la sodomie, à une brutalité terrible, physique et psychologique. On ne torture pas quelqu'un sur un coup de tête, sans méthode. En réalité, la torture, comme toute compétence physique, nécessite une formation et de l'entraînement. Elle nécessite un cadre institutionnel, une structure aménagée. Il vous faut un espace prévu à cet effet, un espace physique où pratiquer la torture. On voulait bien faire. J'étais contre la guerre, plutôt de gauche. Je n'avais pas voté pour George Bush. Mais je voulais bien faire mon travail. Je me disais que si j'obtenais des informations, la guerre prendrait fin. Ce serait bon pour l'Irak, pour mon pays et pour tous ceux avec qui je travaillais. In recent days, there's been a focus of few who have betrayed our values and sullied the reputation of our country. And with 6 or 7 investigations underway and a military justice system that has values, we know that those involved, whoever they are, will be brought to justice. J'en voulais au commandement, parce qu'on poursuivait les interrogateurs et les gardes. Mais la hiérarchie n'a pas été inquiétée. Je m'en voulais à moi-même. On avait très mal agi là-bas. J'étais très en colère. Lors des procès d'Abu Ghraib, l'avocat de Chip Frederick m'a appelé. Il voulait que j'intègre l'équipe de défense de son client. Je lui ai conseillé de s'adresser à Zimbardo. Il a conduit une expérience dans les années 70 et la situation à Abu Ghraib, à ma connaissance, correspond aux circonstances de l'expérience de Zimbardo. Chip Frederick. Cet homme ici. Il a eu l'idée de mettre les électrodes. Son avocat m'a dit « On a un problème. L'armée veut l'utiliser dans un procès spectacle à Bagdad.
Dans l'affaire d'Abu Ghraib, aucun haut gradé n'a été poursuivi. Aucun n'a reçu ne serait-ce qu'un blâme. Certains hauts gradés ont même été promus. Les puissants veillent sur les puissants. Les individus, sommés par le gouvernement américain de se livrer à des pratiques relevant, selon moi, de la torture et de traitements inhumains, perdent un peu d'eux-mêmes chaque fois que cela se produit. J'ai de la compassion pour eux aussi. Je n'en ai pris conscience qu'à mon retour. Ensuite, forcément, une profonde culpabilité et beaucoup d'entre nous ont présenté des symptômes. On nous a diagnostiqué un stress post-traumatique. Mais je ne sais pas trop, ça a changé de nom depuis. On parle de blessure morale, je crois. C'est le sentiment que ressentent les gens au retour de la guerre, s'ils ont commis des actes en contradiction avec leurs valeurs morales. We're still evaluating how we are going to approach the whole issue of interrogations, detentions, and so forth. And I don't believe that anybody is above the law. On the other hand, I also have a belief that we need to look forward as opposed to looking backwards. Se tourner vers l'avenir. L'avenir va ressembler au passé si on ne juge pas ce qui s'est passé. Personne n'a eu à rendre de compte pour les tortures commises. J'en tiens rigueur notamment au président Obama. Que ce soit Dick Cheney, Donald Rumsfeld, il les a tous exonérés, George Bush. Ils finiront tous par être réhabilités et traités comme de grands chefs d'État. On a remis un prix Nobel à Obama parce qu'il n'était pas George Bush. La vraie question, et on tourne autour du pot, est de savoir si la torture fonctionne. Non, ça ne fonctionne pas. Les gens qui ont des renseignements, qui font partie d'organisations clandestines, qu'elles soient terroristes, révolutionnaires, communistes, quelle que soit la forme d'organisation violente dont ils font partie, eux ne céderont pas. Mais les gens qu'on ramasse, les innocents, oui, ils seront en miettes, anéantis, démolis. Seuls de rares individus qui me sont passés entre les mains détenaient des informations. Mais pour la plupart, ils avaient été appréhendés parce qu'ils étaient des hommes en âge de se battre. Et on les avait ramassés lors d'une rafle. Je ne crois pas que la torture soit toujours employée dans le but d'obtenir des renseignements ou des aveux. Souvent, elle sert à exprimer de la colère et de la peur. Juste après les attentats du 11 septembre 2001, un célèbre professeur de droit, Alan Dershowitz, a mis en avant la théorie de la bombe à retardement. Que se passerait-il, par exemple, si un terroriste déposait une bombe à retardement, une petite bombe nucléaire, à Times Square? Le temps presse, on n'a pas le choix, on doit le torturer. Évidemment, chaque épisode de la série 24 heures chrono commençait avec cet énorme décompte. Cela a donné une réalité visuelle qui faisait écho au débat sur cette théorie.
An entire season of television devoted to one unforgettable. You've got 5 seconds. Day. The clock starts ticking. La première saison de 24 heures chrono était déjà en boîte au moment du 11 septembre. La série a préparé le terrain pour l'acceptation de la torture par l'opinion publique dans la société civile. Et à Guantanamo, on était sous pression du gouvernement. Des réunions ont été organisées au cours desquelles ils ont visionné la deuxième saison de la série. Elle a servi ensuite de base de discussion pour décider des méthodes de torture à soumettre à Donald Rumsfeld pour interroger les détenus de Guantanamo. Ça a beaucoup influencé les gens avec qui je travaillais. Certaines techniques qu'ils voulaient utiliser étaient inspirées de séries télé. Par exemple, nos supérieurs nous ont demandé de simuler des exécutions, de procéder à des électrocutions. Ils avaient vu ça à la télévision. On n'était pas formés à ça. Ça sortait tout droit de la télévision. Ici, aux États-Unis, on a l'image d'un tortionnaire en héros solitaire. L'homme mue plus par le chagrin que par la colère. Il prend sur lui la souillure morale pour sauver le monde. C'est une crainte omniprésente dans la politique américaine. L'idée que la démocratie puisse affaiblir la nation et nous empêcher d'appliquer les mesures fortes prises par de vrais hommes. Il y a une vision très genrée et masculiniste de la politique. Les vrais hommes torturent, la démocratie c'est pour les mauviettes. In the Middle East, we have people chopping the heads off Christians. We have things that we have never seen before. I would bring back waterboarding, and I'd bring back a hell of a lot worse than waterboarding. Aujourd'hui, ici, à New York, des terroristes présumés peuvent rester en détention provisoire pendant 2 ans. Ils ne sortiront pas. Les attentats ont fait naître un sentiment de colère. Il y a des gens qui pensent qu'il est cathartique d'infliger des souffrances similaires aux responsables présumés. Et ils sautent sur l'occasion. Diriez-vous que le centre correctionnel de Manhattan, même s'il est en pleine ville, est un black site sur le sol américain? Oui. Pas au sens d'un black site où les prisonniers sont torturés. La torture réside dans la gestion de leur quotidien, ou l'absence de gestion. On les prive d'une vie digne. Ils ne sont plus que des marchandises abandonnées qu'on laisse pourrir dans un entrepôt. Imaginez l'endroit le plus... Je n'ai jamais vu plus déshumanisant. Une question qui se pose désormais et qui devient urgente est celle des soldats ayant pris part à ces pratiques qui, devenus policiers, interrogent des Mexicains, des Hispaniques. On sait déjà que ces vieilles techniques, parmi lesquelles l'hypothermie, la privation de sommeil, etc., sont désormais employées sur des immigrants, enfants compris. C'est l'un des aspects terrifiants de la torture. Après la guerre, elle rentre elle aussi au pays. Quoi qu'on fasse à la guerre, on le rapporte à domicile.
Si la torture est propre, ce qui est fait pour notre bien n'est pas si grave. On s'est habitué à l'idée qu'il serait moralement acceptable de ne reculer devant rien pour se sentir protégé, en sécurité. Comme si le gouvernement avait passé un marché avec nous. Laissez-nous carte blanche là-bas, du côté obscur. Et en échange, vous ne mourrez jamais. Comme une fausse promesse d'immortalité. Bien sûr qu'on va mourir. Quand ils écriront l'histoire de l'Empire américain, les historiens, comme ils l'ont fait avec la France en Algérie, diront que l'Amérique a perdu quelque chose en s'adonnant à la torture. L'autorité morale que lui conférait sa puissance a été sacrifiée au nom d'une chimère, les aveux sur commande.